Oh my god. Je suis un peu shake présentement, je suis un peu sur le shake parce que je m'attendais pas à aller aussi deep dans mon investigation, ok? Salut, ici Fred Bastien, présentement en Floride, encore là, pour vivre l'élection américaine en personne. Mon objectif est de passer la soirée électorale dans un rassemblement de partisans pro-Trump pour comprendre comment ils pensent puis d'où ils viennent. Et, disons-le, avoir un siège VIP pour ce spectacle de fin du monde tel qu'on le connaît. Bon, comment connaître où les pro-Trump vont se rassembler mardi soir? J'ai essayé pendant des jours d'infiltrer des groupes pro-Trump sur Facebook. Impossible. C'est des groupes secrets, puis je pense que ma face barbue de Canadien avec des accents dans son nom, ça passait pas le test des administrateurs de la page qui s'assurent que c'est juste des vrais partisans qui ont accès aux informations confidentielles de ces groupes. Mais j'ai réussi à trouver l'adresse du bureau de campagne de Trump à Fort Lauderdale. 3 jours avant l'élection, je me rends là en personne. Objectif numéro 1, gagner la confiance des supporters de Trump sur place pour qu'ils me disent où ils vont fêter mardi soir pendant la soirée électorale officielle. Dimanche, 11h30 du matin. J'arrive. En même temps que moi, arrive un républicain du New Jersey. Il a pris un avion du New Jersey juste pour aider sa mère qui habite en Floride à aller voter pour Trump. Il repart tout de suite après. Il me dit pendant qu'on monte au bureau, « J'ai passé toute ma vie à mettre des individus comme Hillary en prison. Je ne vais certainement pas voter pour elle. » Moi, je lui réponds, « What did you do? Vous faisiez quoi? » Il me dit, « Homicide detective, policier ou criminel. » OK. Mon premier contact avec les partisans de Trump locaux, c'est l'histoire de Hillary devrait être en prison, là. Puis c'est un policier qui me le dit. Un ex-policier qui me le dit. On arrive au bureau. Bon, là, on s'entend que je dois être très discret lorsque je filme, avec mon cell d'ailleurs, parce que je veux pas passer pour un journaliste. On connaît le grand amour des fans de Trump et de Donald Trump envers les médias. Je veux pas qu'il y ait l'impression que je veux les filmer comme des animaux de cirque, mais je veux plutôt vivre la campagne en tant que l'un d'eux pour mieux comprendre qu'est-ce qui les anime. Donc, je fais attention quand je filme, je suis très discret, c'est rapide. Une sweet madame m'accueille. Environ 70 ans, elle aurait pu avoir un plat de sucre à la crème, est habillée aux couleurs du drapeau américain. Tu sais, ça aurait pu être ma grand-mère, mamie, genre. Ça aurait pu être elle. Elle me demande ce que je veux. Ben, je lui dis que je veux savoir où est le rassemblement officiel à Fort Lauderdale pour les élections mardi soir. Et pour gagner sa confiance, j'ajoute une phrase qui va changer ma perspective politique à jamais. I'm here to help. Je suis ici pour aider, man. Elle s'empresse de m'amener au poste téléphonique que vous voyez ici, comme il y en a plusieurs, là. Et elle me donne une formation sur comment faire des appels pour stimuler le vote républicain avant une élection. What? Elle me forme à aider Donald Trump à gagner en faisant des appels à Fort Lauderdale 3 jours avant l'élection. Mais je suis là, je veux infiltrer, je veux comprendre, je suis Fred Bastien, fait que je fais comme, alright! On m'a connecté à un téléphone qui s'associe directement à la liste électorale floridienne. Tu dois t'annoncer, t'assurer que tu parles à la bonne personne et poser un paquet de questions. Hello, Xavier. Okay, I'm calling on behalf of the Republican Party of Florida. Can we count on your support on Tuesday? Celle-là étant la plus importante. C'est particulier parce que personne veut te parler, c'est souvent les mauvais numéros qui sont sur la liste, et les gens te raccrochent au nez. Hello, is this Abigail? J'essayais de cacher mon accent, j'essayais de cacher le fait que je filmais discrètement les gens derrière mon téléphone, j'essayais de cacher que j'étais le pire bénévole. Can we count on your support this Tuesday? Have you voted yet? C'est une des expériences les plus stressantes de ma vie. Hello, Kwong. Yes, my name is Fred. I'm calling on behalf of Donald Trump's campaign. And have you voted yet? Ce gars-là a fait des pancartes tout le long. Cette madame-là avait genre 97 ans. Je pense que ce gars-là sentait le weed et remarquait le poster incroyable sur le mur. Le Super Bowl de la politique américaine. Photo de famille. Pendant mes sueurs froides de téléphone bâclé et de sondages sûrement bousillés, où honnêtement, il y a personne qui a changé son avis ou qui est allé voter grâce à moi, là, entre vous et moi, là. Dites pas ça à mes nouveaux collègues, là, mais j'ai pas été d'une grande utilité à leur cause, là. Mais pendant ce temps-là, j'ai la chance de jaser pour vrai avec les bénévoles autour de moi. Bon,
Je pourrais vous dire que j'ai enregistré l'audio de ces discussions-là, mais selon la loi en Floride, c'est illégal d'enregistrer à l'audio des individus qui n'ont pas donné leur consentement. Donc, c'est juste mon histoire. Je vous raconte ce que j'ai entendu. Donc, je demande, what will happen if he doesn't make it? Qu'est-ce qui va arriver si Donald ne gagne pas? Première réponse, we're screwed. We're gonna have to fight. We are gonna have to fight. C'est vrai, là. C'est vrai. C'est quelqu'un qui me dit, sérieusement, pas dans un contexte médiatique, qu'ils sont prêts à se battre si Donald ne gagne pas. OK. C'est quand même une réponse floue, mais épeurante. On va devoir se battre. Mais après, le gars a commencé à me parler de quelque chose qui est plein de sens. Les term limits. Une limite de la durée que pourraient durer les mandats politiques. Le nombre de temps que peuvent servir les politiciens. Ça, c'était le thumbnail. Pour reprendre ces mots, la politique se porterait mieux, puis ça, autant ses amis démocrates que ses amis républicains le disent, la politique se porterait mieux si on avait des citoyens qui légiféraient, des vrais citoyens, plutôt que des politiciens de carrière. Ça ne dénature pas le rôle d'un politicien de représentation de se déconnecter de la vraie vie citoyenne pour devenir un carriériste qui fait de la politique. Ça serait pas mieux d'avoir des vrais citoyens qui ont des enjeux, qui sont connectés à la société, qui auraient des mandats limités dans le temps, puis qui retourneraient à leurs occupations sociétales après avoir servi le gouvernement? La question est très légitime. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de politiciens qui pensent à leur vie politique et en font une carrière plutôt que d'être connectés aux intérêts du peuple. Puis ça siphonne les fonds publics, ça. Puis c'est pas super constructif pour les gens qui ont élu ces représentants. Les présidents aux États-Unis peuvent servir pendant 2 mandats, donc 8 années. Est-ce qu'on pourrait étendre ce règlement aux autres politiciens à tous les niveaux, pour le Congrès, pour le Sénat? Est-ce que ça ferait un gouvernement plus ancré sur les besoins des citoyens de devoir changer au plus tard après 8 ans? Peut-être. La question se pose. Je continue de jaser. Puis j'avance que le problème actuel, c'est que les petits citoyens n'ont aucune chance de devenir président ou d'avoir un quelconque pouvoir aux États-Unis en politique. Et là, ça, c'est intéressant. On me répond que c'est ce que Donald est. Un small guy. Wow. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est le cœur de la campagne pour moi. Les gens veulent tellement voir un non-politicien gouverner qu'ils sont prêts à oublier le fait que leur gars du peuple, c'est un milliardaire mégalomane. Mais, il vient pas de la politique. Donc, il est pas corrompu. Un peu plus tard, une autre fille qui fait des appels avec nous lance « Hey, aujourd'hui, j'ai parlé à presque juste des supporters de Trump quand je faisais mes téléphones. Donc, si on gagne pas dans notre secteur mardi, c'est sûr que l'élection est rigged. Rigged elections. OK, les gens pensent vraiment ça, que les élections sont truquées. Et ça, c'est fascinant. Parce qu'il y a autant les journalistes américains que canadiens qui, pour réfuter cette affirmation-là, ben, ont fait la démonstration que, évidemment, c'est très difficile de fausser un vote au niveau électoral, au niveau des ballots, au niveau des papiers que les gens remplissent. C'est vrai, c'est pas facile à faire. Mais le système est rigged parce que c'est impossible pour un candidat en dehors des 2 partis majeurs d'envisager une victoire à la présidentielle. Le système est rigged parce que mon boy, Bernie Sanders, s'est fait couper l'herbe sous le pied de la part du Parti démocrate, alors que lui, comme Donald Trump, est un outsider et l'establishment n'aime pas ça quand on ne joue pas avec ses règles. Le statu quo, la gang. Mais, Donald utilise ce sentiment d'injustice-là, mais il le dévie vers une possible fraude électorale. Et là, le terrain devient extrêmement glissant pour que les gens perdent complètement confiance en les institutions démocratiques. Clairement, ça fonctionne chez ses supporters. Il y a eu d'autres moments extrêmement marquants dans mon 2 heures où j'ai fait des appels pour le Parti républicain de la Floride. À un moment donné, il y a un Afro-Américain qui est entré pour donner de son temps lui aussi, et il y a immédiatement eu une espèce de silence dans la pièce, une espèce de tension. Aucun incident, il venait donner de son temps, puis les gens l'ont accueilli de bonne foi, mais quand il est entré, on dirait qu'il y avait un doute dans la tête des gens. Le meilleur moment de tous mes appels fut quand j'ai appelé, parce que le système te connecte avec des gens au hasard qui sont inscrits sur une liste électorale publique. Et le numéro que j'ai appelé, c'était comme c'était souvent le cas, pas la bonne personne qui répondait. Là, c'était une boîte vocale qui disait
Salut, c'est Michel et Martine. Pour nous rejoindre à notre adresse de la Floride, ça va comme ramener, je suis redevenu le Québécois qui était trop pas à sa place. Là. Et après mon aventure, j'ai rencontré un Afro-Américain qui m'expliquait que selon lui, comme il avait déjà eu une conviction au fédéral, il a déjà eu un dossier criminel, il n'a pas le droit de voter. Là, ça m'a vraiment choqué parce que je me suis dit, wow, quelle injustice systémique, considérant qu'il y a beaucoup d'Afro-Américains qui ont un dossier criminel et qui ne peuvent donc pas voter. Mais j'ai fait quelques recherches, puis ça dépend des États, mais effectivement, si t'as un crime relié, entre autres, au trafic de drogue, c'est 7 ans avant que tu aies le droit de voter à nouveau, puis il faut que tu fasses les démarches pour le faire, ce qui limite beaucoup de gens qui pourraient voter à gauche ou à droite. Imaginez-vous si le gars en question et le symptôme de plusieurs personnes dans sa communauté qui pensent effectivement que c'est un dossier criminel, tu peux pas voter. Tu sais, genre, quand j'y ai montré après ça sur le site web, qu'il pouvait peut-être après 7 ans, il me croyait même pas. Donc, imaginez à quel point les gens ne vont pas s'intéresser à la politique s'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit de participer, alors que c'est faux. Puis même si c'est faux, c'est injuste complètement. Bon, là, vous vous dites, Fred, pourquoi? Pourquoi t'as donné 2 heures de ton temps au Parti républicain? Pourquoi t'as fait des appels en tant que dude random qui était stressé, qui essayait de cacher son accent, qui avait des sueurs froides puis qui volait des shots du monde? Mais pour comprendre un peu le vrai monde qui supporte puis qui vote pour Donald Trump. Qu'est-ce que j'ai appris? Ben, j'ai appris qu'il y a bien des Américains qui sont fâchés que leur facture pour la santé a explosé. T'sais, nous, au Canada, on est chanceux, on a un système de santé universel, mais c'est vraiment loin d'être acquis ici. Puis Obamacare est peut-être un pas en avant pour certains, sauf que si t'es habitué d'avoir ton assurance privée, puis que finalement, à cause de Obamacare, ça te coûte 15 000 $ de plus par année, je peux comprendre que tu sois fâché. Il y avait bien du monde qui était fâché contre l'éducation Common Core. Ça m'a un peu rappelé là, les scandales de la réforme d'éducation au Québec. Ça peut ouvrir des portes de réflexion. Puis c'est vrai que la politique américaine est gangrénée par la corruption, l'immobilisme et l'argent pas toujours propre. Bon, Barack Obama a pour moi été un baume de 8 ans qui m'a comme réconcilié, qui m'a donné espoir, qui était tellement charismatique que j'avais envie là, tu sais, d'aimer les démocrates. Parce que là, y a bien du monde ici qui ont pas vu ça de même. La hargne des partisans de Trump est légitime, mais il n'est pas le messie qu'ils attendent. C'est un milliardaire, donc pour moi, lui aussi est dans l'establishment, même s'il vient pas de la politique. Trump est devenu Trump parce qu'il a mis le doigt sur un malaise politique évident. Puis contrairement à l'élite politique qui, à grands coups de communiqués officiels et de discours beige, prend le public pour des idiots, ben lui, il se présente comme un égocentrique honnête qui n'a pas peur de leur mentir en pleine face, plutôt que de leur mentir en petits caractères en 2 slogans rédigés par une firme de communication. Ah, et en passant, j'ai réussi. Après mon bénévolat, j'ai acquis la confiance des gens sur place et je leur ai demandé où est-ce qu'on se retrouve pour célébrer la victoire ou pleurer mardi soir. Eh bien, ça va être un restaurant de wings, mesdames et messieurs, quelque part pas loin d'ici, à Coral Springs, et vous pouvez être sûr que j'amène encore ma petite caméra cachée. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de ce qui s'en vient. Et merci d'avoir écouté. Vous savez que j'adore la politique américaine, puis pour moi, c'était une nécessité de le vivre en personne. Je vais me souvenir toute ma vie de ce que j'ai vécu en fin de semaine. Puis donnez-moi le pouce si vous êtes curieux vous aussi, puis que vous aimez ça, apprendre des affaires, puis vivre des affaires. The dream is alive. Peace, love, and it's the end of the world as we know it.